Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir c'est la 294e. Et pour cette spéciale 294e, on reçoit Taël Boost. Bonsoir Taël. Bonsoir Nathalie. Et pour l'interroger ce soir, on retrouve Léa Santamaria de la librairie Les Libres Champs à Paris dans le 6e. Bonsoir Léa. Bonsoir Nathalie. Alors, on reçoit Taël pour son livre qui est sorti en mai dernier, qui s'appelle La mer à côté et qui est sorti aux éditions Anne Carrière. Alors, je vais vous laisser discuter toutes les deux, mesdames, mais avant, je vais rappeler à nos amis participants, qui sont nombreux ce soir, qui peuvent poser des questions à Taël par mon intermédiaire, soit si vous êtes sur Facebook en utilisant les commentaires, soit en utilisant ici l'onglet converser ou discuter. Je me ferai un plaisir de venir les répercuter à Taël. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Effectivement, Taël, tu es un petit peu sombre. Excuse-moi. Voilà, je ne sais pas. C'est mieux là? Oui, c'est parfait. Je vous laisse, à tout à l'heure. Bonsoir Taël. Bonsoir Léa. Merci de m'avoir envoyé le très joli premier roman que tu nous as confié. Parce que c'est vraiment une histoire touchante. Tu racontes Rosie. Et Rosie, c'est une dame de 90 ans qu'on a envie de rencontrer. Hein. C'est ta maman, voilà, ta maman qui a la mémoire qui flanche. Et tu nous racontes vraiment ce lien que tu as avec elle exceptionnel. D'une mère, d'une fille, il y a de l'amour là-dedans, ça déborde d'amour. Alors moi j'avais lu des romans dernièrement de mères et filles qui réglaient un peu leur compte et qui étaient plutôt tristes, mais cette femme, cette Rosie, elle est joyeuse, elle est solaire, elle est lumineuse et voilà, tu as eu envie de la raconter parce qu'elle-même aujourd'hui se perd un peu et c'est toi tu es sa mémoire en fait, tu es sa mémoire et tu racontes Rosie, cette femme d'origine allemande qui a le courage de quitter l'Allemagne pour venir vivre à Paris et voilà, qui avait 9 ans en 1940. Donc voilà, je te laisse un peu présenter Rosie. Voilà, parce qu'en fait, tu l'appelles Rosie parce qu'elle était Madame H à un moment donné, mais tu tiens à ce qu'on l'appelle Rosie. Donc voilà, dis-nous un peu pourquoi. Oui, alors pourquoi ça va être long. Hein. Oui, ça va être long, parce que c'est tout le livre, mais un petit peu. Oui, un petit peu. Rosie, en fait, c'est son prénom et c'est quelque chose qui s'est beaucoup effacé avec les années. La raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre, au-delà de raconter notre histoire de mère, de fille, de raconter ce lien, c'est aussi d'empêcher que s'efface cette femme et qu'on n'ait plus que le souvenir d'une femme âgée, dont on a même oublié le prénom et qui ne devient plus qu'un corps dont on s'occupe et dont on soigne les plaies et les maux sans vraiment s'occuper de tout le reste. Voilà, donc effectivement, maman, elle est tombée amoureuse de Paris et de mon père. Je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, des deux. Et donc, elle a quitté l'Allemagne pour venir en France. C'est une femme qui était et qui est toujours à sa manière très, très joyeuse, très enjouée. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'a transmis, je pense, cette joie de vivre et cet entrain dans la vie. Et voilà, le fait de m'adresser à elle, puisque j'utilise le tu dans le livre, c'est une façon de garder ce lien en fait avec Rosie, avec la femme qu'elle est, et pas simplement avec une personne âgée. Alors après, le téléphone peut sonner, je vais l'arrêter. Voilà. Ouais, donc après, ce que je voulais aussi raconter, c'est l'inversion en fait des rôles qui se déroulent. Oui, ça c'est très important. Oui, c'est ça. C'est la mère. Toi, tu deviens la mère de. C'est ta mère, mais tu deviens la mère de ta mère. Et ça, c'est assez fort dans le livre et c'est très bien raconté.
Ouais, c'est cette maladie de l'oubli qui fait qu'elle confond les rôles, en fait. Hein. Elle ne sait plus trop bien si je suis sa mère, sa fille, sa sœur. Voilà, c'est des entités bienveillantes autour d'elle, mais elle ne sait pas forcément quel est le lien réel. Et oui, cette inversion, c'est quelque chose qui est très fort avec cette maladie de l'oubli, c'est-à-dire qu'il faut, un peu comme un enfant, lui réapprendre certains gestes, lui réapprendre ou lui servir en tout cas de mémoire, hein, lui servir de béquille dans tous les gestes de vie qu'elle ne peut plus faire elle-même, quoi. Exactement. Oui, c'est le thème universel de la vieillesse. C'est vrai que c'est une façon elle régresse, elle redevient une enfant, même elle, parfois, elle t'appelle maman. Et là, c'est à nous, en fait, on inverse complètement les rôles. Et voilà, du fait aussi d'avoir été mère, on apprend le rôle de mère malgré tout, mais on devient la mère de nos parents, quoi. À la fin, Ouais, et c'est une expérience assez intéressante parce que finalement, évidemment, même si on a une relation très fusionnelle, très forte, il y a toujours hein, la relation mère-fille. On sait très bien que ce n'est pas une relation simple et linéaire. Et quelque part, le fait de tout d'un coup inverser les rôles, ça change le regard qu'on a sur la femme. Moi, je me suis vraiment surprise à me dire, mais arrête de penser ça d'elle et arrête de penser à sa place. Et ça a vraiment resitué beaucoup de choses dans la relation. Et j'ai pas mal de retours aussi hein, de lectrices et de lecteurs qui me disent que ça leur a fait revisiter un peu leur façon de voir soit leur relation de mère avec leurs enfants, soit leur propre relation avec leur mère. Cette vision de tout d'un coup, la personne n'est plus juste ta mère. Ce que tu as considéré toute ta vie comme une évidence, bah, c'est plus vraiment ça. C'est une femme, c'est quelqu'un qui lutte pour conserver une certaine forme de dignité, pour conserver des choses qu'elle voit disparaître et qu'elle aimerait bien conserver. Et donc, on ne considère plus l'entité juste maman, mais vraiment cette entité comme une femme à part entière, quoi. Et on n'est pas tellement habitué à faire ça, je trouve. En tout cas, dans nos pays occidentaux, peut-être que c'est un peu différent dans d'autres cultures où la famille est beaucoup plus liée, où il y a moins cette notion de distance entre les différentes générations. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment sauté au visage, en fait, cette évolution de la relation et de la perception que j'avais de ma mère comme une femme et pas juste comme ma mère, quoi. Ouais, et tu le défends d'ailleurs dans le livre, c'est ce qui est très important. Enfin, le message qui sort de ce livre est un message féministe aussi pour dire qu'il faut considérer voilà, ces vieilles femmes, cette vieille dame, pas comme une petite vieille, d'ailleurs tu le dis, c'est pas une petite vieille, mais c'est une vieille dame, voilà. Et lui rendre sa dignité de femme et de ce qu'elle a pu être avant cette maladie. Et voilà, tu veux vraiment redonner cette Ah, on a perdu Léa. femme, mais qu'on la considère comme femme et pas voilà comme On a perdu ta vidéo, Léa. Alors, je vais revenir, c'est les aléas du direct. Pourtant, à Paris, je pense qu'on capte bien. Moi, je suis au milieu des bois, on me voit super bien. Donc, bon, je pense que Léa va revenir. Je ne sais pas si elle nous entend. Effectivement, il y avait un petit problème de son, mais voilà. Oui, Taël, effectivement, tu es un petit peu sombre. Mais bon, je suis quand même dans la lumière à travers ce livre, donc il y a pas de souci. Il y a beaucoup de monde ce soir. Je pense qu'il y a tes amis blogueurs qui sont là aussi et je pense qu'ils vont avoir de jolies questions à la fin. Est-ce que Léa nous entend ou pas? Non. On aura tout fait hein, pendant les rencontres. On aura perdu le libraire, on aura perdu les auteurs, on aura perdu plein de Eh choses. ben, écoute, c'est pas grave, j'ai enchaîné sur le côté féministe dont Oui, parle Léa parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Effectivement, ce que j'évoque aussi dans le livre, c'est que finalement, quand on est une femme, on a aussi, c'est-à-dire que c'est pas pareil d'être vieux et d'être vieille. Hein. Il y a quand même un traitement différent déjà, il y en a moins hein, des vieux dans les EHPAD et c'est une triste réalité, hein, mais il y a beaucoup moins d'hommes vieux que de femmes âgées en fait dans les EHPAD et dans les résidences réservées à nos personnes âgées.
Mais en tout cas, le traitement qu'on fait, c'est un peu un traitement continu qu'on a toute la vie en fait sur le corps des femmes, qui est qu'il ne nous appartient jamais réellement. Et moi, vraiment, avec ma maman qui, avant d'être atteinte d'Alzheimer, hein, puisque c'est cette maladie dont on parle, a aussi subi 2 cancers, des opérations, enfin, bon, elle a eu pas mal de soucis de santé. Et le corps médical a tendance un peu à considérer que en fait, on n'est plus qu'une enveloppe et qu'il faut soigner l'enveloppe et que la femme à l'intérieur, c'est une femme âgée, donc elle n'a plus d'envie de femme réelle, hein, sans avoir de qualificatif supplémentaire que celui-ci. Et ça m'a vraiment marqué ça sur le traitement qu'on réserve. Et même moi, hein, par moments, elle résistait. On s'engueulait un peu avec ma mère. Je me disais, mais pourquoi elle me résiste comme ça? Mais en fait, ce n'était pas à moi qu'elle résistait, c'était au traitement de femmes âgées et à la réduction qu'on pouvait faire d'elle à ce rôle-là, qu'elle résistait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai réalisé un peu sur le tard, en fait, hein, et qui m'a beaucoup marqué dans ce parcours. Léa, tu nous entends? Tu es là, de retour? Oui, c'est bon, excuse-moi, Tu j'ai repasses un eu nom, un pas de appel, souci. ça a tout fait sauter, là, d'un coup, j'ai eu très peur, En tout j'avais cas, du mal à Taël a trouver. rebondi sur ce que tu venais de lui poser comme question. Voilà, donc Mais voilà, je vous laisse. la À tout à fin, l'heure. mais voilà, c'était ça, c'était la place de la femme, et surtout ouais, dans les EHPAD, et la façon dont on traite ces vieilles personnes qui sont quand même... bon, Alors, voilà, il y a quand même beaucoup d'humanité aussi, hein. Je veux pas, enfin, tu vois, je veux pas être, et je pense que c'est un peu ce que je dis d'ailleurs oui, dans le livre, hein. Il y a oui, beaucoup avec la d'humanité. soignante, c'est formidable. Mm. Mais dans l'humanité, tu as aussi beaucoup le traitement du physique et pas forcément voilà, de l'envie que peuvent avoir certaines femmes et de pouvoir continuer à se faire plaisir, de pouvoir continuer à se maquiller. Maman, c'est un peu la mascotte en fait dans les pattes parce qu'elle a Elle est continué très à se coquette. maquiller. Mm. Ouais, c'est ça. Avec Tibéria Caron, elle est... Et je continue d'ailleurs, hein, à lui faire sa manucure, même si elle s'en rend beaucoup moins compte. Mais voilà, c'est un peu une Ouais, sorte de pas tout. résistance qu'on a mise en place. Mais voilà, au-delà de ces aspects de féminité, etc., c'est vraiment toute la capacité au traitement humain qu'on réserve aux femmes. Et malgré toute cette humanité, le fait que la maladie diminue, la personne fait qu'on a tendance à penser qu'elle diminue aussi sur tous les aspects et que c'est pas grave et qu'il faut qu'elle subisse. Moi, c'est un peu ce qui m'a révoltée, mais ça, je pense que c'est aussi l'éducation de ma mère à pas être forcément quelqu'un qui était beaucoup dans les rails et dans les clous, mais il y a vraiment cet aspect résister et pas vouloir se laisser imposer certaines choses qu'elle m'a transmises. Et oui, je pense que c'est un peu ce combat de tous les jours avec elle, de chercher les petits plaisirs, de chercher les choses qui ne doivent pas disparaître parce qu'il y en a tellement qui disparaissent autour qu'au moins celles qu'on peut conserver, il faut vraiment y porter une double, voire une triple attention. Oui, tu l'accompagnes comme au jour le jour. Tu dis même, il y a des jours avec et des jours sans, parce qu'il y a des jours où elle va mieux. Tu as une petite lueur d'espoir en te disant, tiens, ça y est, aujourd'hui, elle va bien. Et puis le lendemain, elle va te prendre pour sa sœur. Ou... Ouais, c'est les montagnes russes en fait, hein. Cette relation, c'est vraiment les montagnes russes parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer du jour au lendemain. Il y a des choses qui disparaissent, il y a des mots. Au début, hein, vraiment, c'est sur le vocabulaire. Il y a des mots qui disparaissent. Et donc, c'est cette espèce de myopie dans laquelle on évolue. Et on a beau essayer de vouloir rattraper les choses en lui disant, en lui rappelant les mots, bon, à un moment donné, ces mots-là s'effacent. Et donc, c'est tout ce. Et c'est une sorte de voyage parce que quelque part, c'est je sais pas, le mot extincteur disparaît. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reparler du sujet? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir un dialogue quand les mots disparaissent? C'est une réinvention complète de la conversation et du lien au fil des jours, quoi. Et avec ces mots, tu joues avec ces mots dans le roman et ça le. Voilà, il y a pas de pathos, quoi. Tu en fais quelque chose de drôle quand tu dis, je me souviens, les pains bagnats deviennent les pains bagnards, où tu la cites comme ça sur des choses qui te font rire finalement, parce que finalement, tu as décidé de prendre le parti d'en rire, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi. Donc, ça c'est chouette d'aborder la maladie de cette manière-là. Oui, j'ai pas eu beaucoup à me forcer parce que d'origine allemande, elle a toujours inventé les mots dont elle ne se rappelait pas.
C'est-à-dire qu'elle a toujours tordu le cou à la réalité quand il fallait. Donc, quelque part, il y a un peu une continuité dans notre relation. C'est-à-dire que les mots qu'elle ne savait plus, bah, elle en inventait, quitte à les inventer en allemand et à faire croire que le mot existait. Donc, oui. cette fantaisie, elle a toujours été là et quelque part, elle est accentuée évidemment avec la maladie, mais c'est un truc Ouais. que j'ai vécu depuis ma toute petite enfance. Ben oui, parce que voilà, d'origine allemande, elle joue avec les mots, et puis du fait de perdre les mots, finalement, finalement, ça lui est déjà arrivé avec la différence de langue, mais là, c'est la maladie, et puis finalement, c'est mieux d'en rire, quoi. Et c'est chouette, ces petits pointillés comme ça dans le roman qui font sourire, finalement, alors que la situation est quand même très difficile. Oui, j'avais pas, voilà, j'ai pas envie de garder. Le livre n'est clairement pas un appel au désespoir, et je pense que j'ai essayé vraiment de laisser passer toute cette petite lumière qui reste en elle jusqu'au bout, même si avec les mois qui passent, c'est plus compliqué encore. Hein, mais j'avais vraiment besoin, au moment où j'écrivais ça, de capter, de capturer ce portrait de femme pour pas rester avec cette mémoire d'une personne diminuée, parce que forcément, cette mort à petit feu, elle efface hein, vraiment la personne, et j'avais vraiment cette envie de capturer la femme dans toutes ses dimensions, y compris dans celle de la maladie. C'est une belle captation et voilà, c'est un message positif et tu es sa mémoire, et c'est beau pour eux, enfin voilà, d'avoir une fille comme ça, parce que ta mère, elle a beaucoup de chance de pouvoir exister à travers tes mots, et c'en est très touchant. Voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Merci, mais je pense que le fait qu'elle ait beaucoup de chance, c'est aussi lié à la façon dont elle m'a éduquée quelque part. Hein. Il y a un peu Voilà. un retour, et Elle c'est aussi. marrant parce qu'elle m'a eu, c'est ce que j'explique dans le livre, elle m'a eu tard, elle avait plus de 40 ans. C'était un peu envers et contre tout le monde. Hein. Tout le monde disait de se faire avorter, qu'il fallait pas. Enfin, voilà, c'était dans les années 70, hein, il n'y avait pas du tout les moyens qu'on a aujourd'hui de contrôler et de voir que la grossesse se passe bien. Donc, elle prenait effectivement un risque. Mais il y a vraiment eu ce côté, elle et moi, dans cette relation. Et finalement, c'est un peu un flux. Moi, j'ai vraiment la sensation de vivre un flux, et à travers le livre, voilà, d'avoir rendu hommage aussi à cette relation qui s'est construite toutes ces années. Quoi. Oui, parce que elle le dit, oui, oui, ton père dit même qu'il a fait une connerie quand ta mère, quand cet enfant arrive, il se dit j'ai fait une connerie, et puis c'est elle qui a vraiment qui l'a voulu, cet enfant, et voilà, aujourd'hui elle en est remerciée, parce que ce que tu fais là pour elle, et face à cette maladie, et c'est parce qu'elle a enchaîné quand même, voilà, maladie plus Alzheimer, c'était très très lourd tout ça, mais elle a sa fille qui est là, et qui met des mots, et qui fait exister cette femme en tant que femme, et pas qu'en tant que petite vieille en train de dépérir dans une EHPAD. Enfin, c'est un beau message. Oui, puis Voilà. je pense que on parle, enfin, c'est clairement, je vais pas dire que c'est un livre féministe, mais il y a quand même évidemment tout ce truc-là en bruit de fond, on va dire, qui est présent. Et ouais, je pense qu'elle m'a montré le chemin aussi sur le fait d'être indépendante. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment Ouais, ce c'est message qu'elle un m'a message. passé très très jeune. Quelque part, je me suis dit, mais en fait, finalement, dans ma relation de fille aussi, il faut que sois capable de lui offrir cette indépendance, cette façon d'aborder la vie. Et ça, c'était vraiment un point important pour moi aussi. C'est-à-dire que au-delà de l'expérience personnelle, c'était de tirer la leçon sur le collectif, et ce qu'on peut faire dans nos relations entre femmes pour être davantage dans la reconnaissance à tous les âges hein, de ce que c'est que d'être une femme. Hein. Ouais. Il y a ta sœur aussi qui est plus effacée dans le roman. Oui, alors c'était un postulat, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si c'est un choix de ne pas parler d'elle. Ouais, c'était un postulat. Bah, en fait, on a 10 ans de différence avec ma sœur, donc forcément, on n'a pas vécu les mêmes parents.
Elle est partie de la maison, j'étais assez jeune, hein, j'avais même pas 10 ans. Elle est partie étudier. Et puis voilà, après, donc j'ai quand même beaucoup vécu. Mon père voyageait beaucoup, donc j'ai beaucoup vécu seule avec ma mère. Mais maintenant, oui, ma sœur, elle est très présente. Après, effectivement, j'avais besoin d'écrire sur ma relation avec ma mère et enfin, j'aurais pas fait 200 pages, mais 600 s'il a fallu que j'inclue mon père et ma sœur aussi dans le portrait familial. Et j'avais vraiment envie de me concentrer sur elle, sur ce portrait de femme assez particulier, parce qu'en plus, elle a traversé des époques à la fois en Allemagne et en France qui sont maintenant qui relèvent du souvenir, hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de témoins de ces périodes-là. Donc oui, j'avais vraiment envie de me concentrer sur son parcours à elle. Ah oui, et quel parcours, hein, avoir 9 ans en 1940. Après, il s'en passe des choses dans la vie de cette femme-là et son parcours est intéressant. Et voilà, et même si sa mémoire flanche, il y a l'écrit qui peut nous sauver, enfin, de cette mémoire, la sauver. C'est toi tu dis d'ailleurs, en parlant de ta mère, tu dis, tu sèmes des mots, des souvenirs sur ton passage, je les ramasse. Voilà, Oui, c'est ça, j'ai vraiment l'impression d'un de gamin. l'auteur, Ouais. voilà, de ramasser comme ça des souvenirs et puis voilà, de l'écrire et de pouvoir transmettre en fait. Oui, c'était le parti pris. Et puis, je trouve elle se promène beaucoup dans les mots, dans les souvenirs. Et du coup, j'avais vraiment envie que le livre reflète ça aussi dans sa structure. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une structure linéaire où on parle de l'enfance jusqu'à sa fin de vie et sa vieillesse. J'avais vraiment besoin de ces allers-retours parce que ça illustrait ce que j'étais en train de vivre avec elle. C'est-à-dire que on pouvait passer allègrement de 90 à 62 ans. Elle est figée à 62 ans depuis, depuis quelques temps déjà. Je ne sais pas pourquoi cet âge-là, mais en tout cas, elle refuse de considérer qu'elle a plus. Une fois, il y a sa sœur, je crois, qui lui a dit mais dis donc, tu as 90 ans. Et elle a rigolé, elle s'est esclaffée en disant mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, oui, sacrée personnalité, hein, cette Rosie. Beaucoup, beaucoup d'humour. Et elle chante aussi, elle chante très mal, mais elle chante, ça c'est drôle aussi, ce passage. Ouais, c'est vrai. Ma mère et ma sœur chantent très mal, mais alors vraiment, c'est un niveau supérieur, quoi. Hein. C'est les Jeux olympiques de chant faux, je pense elles auraient la médaille. Ouais, ouais. Et non seulement c'est faux dans la mélodie, mais c'est faux sur le rythme, c'est faux dans les paroles. Enfin, c'est toujours une espèce de truc improbable. Mais ça se balade quand même dans la musique. Et ces dernières années, la musique, ça a pris vraiment une place très importante. C'est-à-dire que j'ai quasiment plus de conversation avec elle aujourd'hui. Par contre, la musique est une forme de communication. C'est-à-dire que immédiatement, quand je lui passe, alors je lui fais beaucoup écouter du Yves Montand ou Edith Piaf ou la musique classique, et elle est très très sensible à ça. Elle se met à pleurer. Enfin, toute l'émotion en fait que lui apporte la musique est très très présente. Et c'est vraiment une leçon très forte pour moi. On en parle de temps en temps. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressés, certains et certaines, au sujet d'Alzheimer, mais vraiment ce sujet de la musique, c'est une manière de connecter directement avec l'autre, même quand il n'y a plus de mots, même quand il n'y a plus de phrases, même quand il y a une incohérence dans le temps. Et c'est fabuleux le lien que ça peut conserver. Quoi. Ah oui, c'est fabuleux. La musique, c'est le bienfait de la musique sur il y a plein de thérapies. Moi, j'ai une cliente qui a écrit un livre chez Gallimard, qui a écrit Écoutez Handel, et elle soigne sa fille autiste par la musique. Et c'est une façon de communiquer avec elle qui est extraordinaire. Donc, c'est vrai que voilà, ce chapitre-là sur la mère qui chante et cette musique très présente aussi chez vous, parce que ton père écoutait de l'opéra. Ouais, le dimanche matin, c'était opéra très tôt, donc si tu avais envie de dormir, c'était foutu. Voilà, ouais, c'était. Oui, donc je pense que quand elle entend cette musique classique, ça lui rappelle certainement des souvenirs. Et ce qui est très marquant aussi, c'est qu'elle se rappelle de paroles entières, alors qu'elle n'est pas capable de me dire ce qu'elle a mangé une heure avant ou
que si je sors de la pièce et que je reviens, elle est capable de me dire « Oh, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, c'est gentil d'être passé. » quoi. Donc, il y a une forme de mémoire qui est là autour de la musique, quoi. Oui, c'est des mémoires qui remontent. C'est ça, Alzheimer, je vois, c'est la mémoire proche qui se perd le plus, en fait, mais les mémoires lointaines et voilà, cette musique que vous partagez au sein de la famille et tout, ça doit lui rappeler pas mal de choses et ça vous lie, quoi. Ouais. Et moi j'ai une théorie en fait sur cet aspect mémoire, c'est que c'est une façon de ne pas affronter la suite, quoi. C'est-à-dire que je pense que ça touche la mémoire immédiate pour empêcher de se dire qu'il peut y avoir une fin et que celle-ci approche. Et j'ai vraiment cette sensation que cette maladie, elle protège d'une certaine manière en fait la personne de sa peur de la mort et de sa peur que ça se termine. J'ai une forme de barrage en fait qui est construit avec la disparition de la mémoire immédiate, quoi. Ouais, une sorte d'effacement du moment présent de ce qui est en train d'arriver, en fait. Ouais, c'est un jour sans fin. Ouais, exactement. Bon, ben voilà, j'ai question. Est-ce que j'avais une autre question? Oui, voilà, tu lui dis, ta force, c'est ta joie de vivre. Voilà, sa joie de vivre. Ça ressort vraiment très fort. Et c'est vrai que moi, après, j'avais lu 2 romans sur des mères, mais c'était tout le contraire. C'était justement des femmes excessives qui détruisaient beaucoup de choses et qui avaient fait beaucoup de peine à leurs filles. Et toi, c'est le contraire, c'est cette joie de vivre, ce partage, cette envie qu'elle a eue de t'avoir, cette fusion que tu as eue avec elle, pour le coup, puisque tu es restée très proche, ayant une sœur beaucoup plus grande. Donc, c'est vraiment cette fusion et cette envie de faire hommage à sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a cette joie de vivre, c'est vraiment son héritage. Une forme de souvenir. Et quand je lui ai annoncé que le livre sortait, alors déjà, je lui ai annoncé 45 fois parce qu'à chaque fois, elle oubliait. Donc ça, c'était assez drôle de pouvoir lui dire à chaque fois, tiens, j'ai écrit un livre, est-ce que tu sais sur quoi j'ai écrit? Et donc, quand je lui disais que c'était sur elle, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles, quoi, juste de savoir que c'était un livre qui allait parler d'elle, quoi. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique ce cadeau-là. Est-ce que tu lui as lu? Est-ce qu'elle est capable? Non, je pense qu'elle n'est pas capable de lire. Est-ce que tu lui lis des passages alors? Alors, je lui ai lu que les passages, donc les chapitres en fait sont souvent organisés avec un souvenir d'abord de la femme mère qu'elle était et puis après plus le présent. Donc, je ne lui lis pas les passages du présent parce que j'ai peur de faire un effet miroir et de créer une angoisse. Donc, je lui lis les débuts de chapitres, en fait, je lis par morceaux. Je ne sais pas ce qu'elle retient. Elle lit souvent, c'est-à-dire que c'est marrant, je lui mets le même livre, je lui mets un extrait de Proust qu'on a sur un vieux poche qu'elle a tout le temps avec elle. Elle lit toujours le même truc, donc je lui relis les mêmes passages. C'est le bonheur, un peu comme les enfants, tu sais, les histoires qu'on lit aux petits, et on lit toujours les mêmes histoires parce qu'ils nous réclament la même histoire 15 000 fois de suite. Bah, c'est vraiment le même processus. Donc oui, je lui ai lu des morceaux, on va dire, mais un peu comme sa mémoire, quoi. Oui, c'est ça. En fait, elle fait le chemin inverse en fin de vie. Elle devient, c'est ça, c'est exactement ça ce que tu racontes dans le livre. C'est-à-dire qu'elle devient comme un enfant et toi, tu deviens maman. Donc, tu vas raconter des histoires. Et voilà, il faut pas, enfin, je sais pas comment tu fais pour. J'imagine que tu ne savais pas trop de l'infantiliser non plus. Comment ça se passe? Bah, ça a été vraiment le plus difficile. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment trouver le dosage entre m'occuper d'elle et qu'elle ne perçoive pas ça comme une perte d'indépendance. Elle était très fière de son indépendance et de ne pas avoir à compter sur les autres. C'est un truc qui l'a toujours marqué depuis que je suis née. Elle m'a rabâché d'être indépendante, de pouvoir compter que sur moi. Ouais, c'est vraiment aller trouver le petit dosage sur le truc qu'elle va accepter. Alors, elle a très longtemps eu son chien, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elle a un amour des animaux
Et Ah donc, oui, c'est vrai, c'est important ça dans le livre. ouais, elle avait son petit Ok. chien, donc ça a commencé par me faire suffisamment confiance pour aller promener le chien toute seule, ce qui a été un long apprentissage, parce qu'elle voulait toujours venir avec moi, et moi je voulais qu'elle se repose un peu, mais elle ne se rendait pas compte que ça la fatiguait, donc c'était le truc de lui dire, bon, allez, la sortie d'après-midi, c'est moi qui l'a fait, toi tu feras celle du soir. Donc c'était des négociations en fait constantes. Mais là encore, c'est un peu le même mode de relation qu'on a toujours eu, hein, cette forme de négociation, d'aller chercher chez l'autre. Moi, quand j'étais petite, j'allais, quand j'essayais d'obtenir un truc, je ne sais pas si je voulais qu'elle m'achète un truc, c'était, j'essayais de voir comment je pouvais négocier avec elle. Donc là, c'était vraiment finalement le même mode de fonctionnement qui a continué à fonctionner à très petits pas à chaque fois. À l'inverse. Mm. À l'inverse. Et tu parles justement de ce rapport aux animaux qu'elle a très fort. Tu parles de fluide, Ouais, de fameux fluide. le fameux fluide. Ouais. Alors le fluide Ou qui à la peut fin, tu dis aider. que c'est toi qui, finalement, à la fin, hérite de ce fluide. Quand ce Ouais, chien t'attend, tu vas nous en parler. C'est ouais, assez joli. ouais, en fait, bon, elle a aidé ce fluide parce qu'on a toujours eu des animaux à la maison, les animaux des voisins venaient. C'était toujours un peu improbable, hein. On a eu des poules qui venaient de la ferme d'à côté à la maison parce que bah, elles traversaient le champ, les poules. Je ne sais pas pourquoi elles allaient voir ma mère, mais en tout cas, elles y allaient. Et à l'EHPAD où elle est, en fait, il y a un petit chat qui a élu domicile, en plus, qui est arrivé, c'était le chat d'un voisin, qui a refusé de rester chez les voisins et qui a élu domicile. On dit que les chats, souvent, choisissent leur lieu. Bah, celui-là, il a vraiment choisi l'EHPAD dans lequel elle se trouve. Et bah, au début, le chat était assez méfiant. Et en fait, elle a remarqué que le chat venait quand j'étais là, pas quand elle était toute seule. Et donc, il y avait une espèce de jalousie sur mais j'ai perdu le fluide, c'est toi qui l'as, quoi. Oui, voilà, c'est là. C'est Mm. là, ce fameux, oui, cette fameuse petite jalousie. Ouais. Ouais, ouais. Mais qui était tendre aussi, hein. C'était bon, ça va. Oui, Puisque c'est c'est toi, très ça mignon. va. Ouais. Mm. On sent votre relation est très, très tendre, oui. C'est vraiment de l'amour, voilà, ça regorge d'amour, ce livre. Ouais, bah, tant mieux que ça ressorte parce que c'était vraiment un peu le message que je voulais faire ressortir, hein, de se dire quelle lumière on peut apporter et quelle, quand l'amour en fait guide les pas, que ce soit dans un travail littéraire ou dans la relation qu'on a à l'autre, bah, en général c'est quelque chose qui se ressent et qui ressort sur l'extérieur, quoi. Ah, je vois que Complètement. Nathalie est revenue. Je suis revenue parce qu'il y avait de longues questions et des questions, mais pas facile à répondre. Ouais. Je voudrais juste que tu nous reparles. Je vais repartager la couverture. Tu nous parles de la couverture, puisque Oui, la photo. ouais. Tu nous parlais de la photo. Oui, alors la photo. Alors cette photo, c'est une des premières photos de maman prises à Paris par mon père. Donc j'ai même l'autre photo où mon père est au volant. Et donc cette photo, quand on a j'ai pas présenté, j'ai oublié de présenter Manon Buzelli, mon éditrice avec laquelle on a travaillé. Quand on a commencé à travailler sur la couverture, elle m'a dit oh, je verrais bien un truc un peu ancien. Et je lui dis bouge pas, je pense que j'ai ce qu'il faut. Et notre seule crainte, c'était que la photo soit pas en assez bonne qualité parce elle est assez petite, hein, le format original. Et donc on a échangé avec le graphiste pour dire est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, est-ce que la qualité est bonne. Et donc, on a gardé cette photo avec la petite dentelle aussi. Donc, voilà, et de temps en temps, maman se reconnaît sur la photo quand je lui montre la couverture du livre. Ça lui arrive de se reconnaître, pas toujours, mais. Donc, ouais, c'était important pour moi de ne pas mettre une photo de quelqu'un que je ne connaissais pas sur la couverture. C'était une forme aussi d'hommage. Alors, Thaëlle, avant de basculer côté auteur, tu étais, on peut dire, blogueuse, influenceuse, comme on dit. Donc, tes amis blogueurs sont là. Ils ont des questions. Alors, tu as déjà répondu à notre super Squirrydito qui voulait savoir si tu avais annoncé à ta maman que tu sortirais un livre Sur sur elle, cette ouais. histoire. Donc, tu as déjà répondu. Il y a un commentaire aussi alors je vais le retrouver, de Anne-Sophie qui dit que c'est un très beau portrait, très réussi. Mais il y a surtout une question d'Anne-Sophie. Pour ma part, je suis curieuse d'en connaître plus sur la relation auteur-éditeur dans le cadre d'un texte si intime. Alors, comme c'est ma première expérience, hein, d'édition, je ne peux pas dire si c'est très différent, mais
mon approche de l'écriture, c'est qu'on apporte toujours quelque chose de très personnel, hein, que ce soit un roman ou un récit, qu'on soit dans de l'autofiction, du roman, on parle quand même, à mon sens, de soi avant tout. Donc effectivement, c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que le jour où on se dit je me jette à l'eau et ça y est, mon texte est prêt et je suis prête à le confronter au regard de l'autre, il y a forcément une relation de confiance à trouver. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'avec Manon, dont je parlais il y a un instant, Manon Buzeli d'Anne Carrière, on a vraiment établi cette relation tout de suite. Hein, ça a été très, très naturel. Elle a lu le texte et on a tout de suite travaillé ensemble de manière très libérée et très confiante. Alors, Manon a une approche aussi très douce dans sa manière d'aborder les sujets, c'est-à-dire qu'elle ne m'envoie pas un email à 23 heures en me disant débrouille-toi avec ça. Il y a aussi hein, le travail de l'éditrice qui est fort, qui est d'amener la réflexion. Et puis après, moi, je vois ça comme un travail. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de corrections, en fait, finalement. Il y a des choses qu'on a bougées pour que la structure du livre soit plus fluide, mais les chapitrages courts, la structuration, elle était déjà là quand j'ai envoyé le texte. Donc, on n'a pas eu beaucoup de modifications à apporter, mais j'ai vraiment vécu ça comme le fait de tailler un rosier ou de transformer une pierre en un diamant, enfin vraiment de faire quelque chose de ciselé. Donc c'était un travail hyper intéressant et passionnant, quoi. Alors, il y a un certain Nicolas H, que vous connaissez toutes les deux très bien, qui pose la question suivante. En tant que grande lectrice, à quelle référence songeait-elle en écrivant? C'est Nicolas Auguet, on le salue, et il nous manque, hein, parce qu'il nous sort un deuxième roman. Je ne te mets pas de pression. Alors, il y a une référence que je n'ai pas encore citée, je suis même étonnée de ne pas l'avoir citée, c'est Annie Ernaux. Cette capacité à écrire sur la relation personnelle. Elle a écrit aussi un livre hein, sur la maladie de sa maman. Donc, voilà, je pense que c'est une de mes références en fait, littéraires. Une autre référence littéraire, et vous m'en voudriez si je ne la cite pas, c'est Philippe Gianada. Pourquoi Philippe Gianada? Parce qu'il y a un côté, même s'il parle de cold case, même s'il parle c'est plutôt pour certains, en tout cas ces derniers, proches du polar ou du roman noir, il y a toujours beaucoup de lui en fait hein, dans l'écriture et dans ce qu'il raconte. Il parle de lui, mais il y a aussi cette écriture très, très particulière. Donc oui, c'est pour citer deux belles références auxquelles je pense très spontanément, c'est vraiment d'être capable de raconter une histoire qui est peut-être finalement assez commune, presque universelle, mais de le faire avec ses propres mots, quoi. Il y a Pascal qui se demande, est-ce que c'était une évidence pour vous de rentrer en littérature par un texte si intime et sur votre mère, ou vous auriez pu commencer par autre chose, mais non? Alors, j'aurais pu commencer par autre chose. Il aurait fallu que j'ai plus confiance en moi. C'est-à-dire qu'il m'a fallu vraiment du temps hein, pour. J'écris depuis que je suis toute petite, en fait, et j'ai jamais vraiment passé le cap, à part de présenter de temps en temps un texte ou deux ou un recueil de nouvelles, en sachant pertinemment qu'en France, les nouvelles étant traitées comme elles le sont, j'avais très très peu de chance d'être éditée. Je crois que ce qui m'a saisie, là, c'était le moment d'urgence de pouvoir capter en fait ma maman à ce moment-là et de vraiment capter non pas la femme malade diminuée, mais de pouvoir raconter cette histoire-là tant que j'en avais l'énergie. Et cette urgence, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de mettre autant d'énergie, parce qu'elle est encore vivante, hein, une fois qu'elle sera plus là. Donc il y avait une forme pour moi de c'est le moment là, il faut y aller. Et puis peut-être aussi de se dire le temps passe dans la vie et qu'est-ce que tu as envie d'avoir accompli en fait dans ta vie quand tu te retourneras à l'âge de ta maman. Et l'écriture, c'était vraiment une évidence. Alors, on a tous la peur de vieillir. Est-ce que toi, ça a changé ta vision ou est-ce que ça a accéléré la façon de réfléchir sur la vieillesse? Alors, comme maman m'a eu à 41 ans, j'ai quand même eu très tôt le décalage et la sensation et la compréhension que en fait on n'était pas éternel. C'est-à-dire que j'avais le regard des autres, hein, oh, tes parents ils sont vieux, etc. Donc je pense que j'ai toujours eu un peu cette conscience du temps qui passe. Moi j'ai toujours pris le parti de dire il faut en profiter tant qu'on est là. Et il faut vraiment essayer de sublimer les moments qu'on peut passer parce que bah, une fois qu'ils sont plus là, on n'a que des regrets et des souvenirs. Donc, j'ai toujours eu cette urgence de vivre, on va dire. Marie demande si c'est toi qui as choisi le titre ou...
Alors, au début, on devait l'appeler Rosie. Parce que voilà, c'est son prénom et qu'on trouvait, enfin, finalement, ça incarnait beaucoup le livre. Et puis un documentaire qui est sorti en décembre, en fait, juste au moment où on était sur les corrections. Et donc on s'est dit, bah non, c'est pas possible qu'on fasse coexister en fait les deux. Et puis, bah, on a essayé de réfléchir avec Manon. Donc, je ne sais plus trop comment on y est arrivé, mais c'était un travail toutes les deux. Je pense que c'est elle qui me l'a proposé. Mais ce côté jeu de mots, parce que c'est la mère à côté de moi, mais c'est aussi la mère à côté de la plaque, qu'elle a toujours été un peu à sa manière, et puis qui finit par être à côté d'elle-même. Donc ce titre à tiroir, voilà, une fois qu'on l'a eu, on s'est dit que c'était vraiment idéal pour le livre. Je vais lire, il y a un commentaire de Claude qui est une fidèle de nos rencontres qui dit: ce portrait pourrait être celui de ma mère, également d'origine allemande, avec une personnalité joyeuse, également malgré de terribles épreuves traversées, et décédée à 100 ans. Donc on souhaite à ta maman de vivre aussi longtemps que la maman de Claude. Léa, est-ce que tu veux rebondir sur des questions, hein, parce que tu es toujours là on ne t'exclut pas dans la discussion. Non, 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 pas du tout. J'écoute attentivement. Non, mais moi, je pense avoir posé toutes les questions à Taël. J'avais aussi, oui, la question de la référence à Annie Ernaux. Oui, c'est vrai, les influences littéraires, j'aurais pu lui poser. Mais merci Nicolas Houguet de l'avoir fait. Cher Nico. Voilà, ben c'est ça. Et on a envie de se souvenir de cette Rosie. Hein, c'est un bel, enfin, voilà, un bel hommage, une belle façon ouais, de faire exister cette femme qui aurait pu être effacée, qui ne l'est pas grâce à elle, et par un beau biais littéraire aussi. Et Alors tout merci à l'heure, j'ai posé en off la question à Tel, on va lui poser devant tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté? C'est-à-dire que tu as l'habitude de chroniquer des livres, et là, tu t'es lancé, de l'autre côté, tu as fait le grand saut dans moi, ce que j'appelle l'aquarium littéraire. Ouais. Les gens souvent me disent: mais c'est quoi l'aquarium? Je dis: vous allez comprendre très vite. Et puis après, ils disent: oui, l'aquarium, il est parfois dangereux. Ça fait peur? C'était une vraie envie ou Alors, peur, oui, il y avait forcément une petite appréhension. Moi, je me suis toujours posé la question de la légitimité. Je pense que je me la poserai toujours. Donc, voilà, je pense que c'est propre de toute personne qui sort son premier livre. Maintenant, plutôt la sensation d'être à ma place, en fait, dans ce que je fais, d'avoir envie de continuer. Je parlerai dans un petit instant peut-être de la suite et de ce qui est en cours. Mais ouais, la sensation à la fois d'être à ma place et je bénis toutes ces années où j'ai écrit des chroniques que sur les livres que j'ai aimés. C'est-à-dire que j'ai vraiment toujours pris un parti de n'écrire que sur ce que j'aime. Voilà, il y a plein de livres, je lis beaucoup, donc il y a plein de livres que je lis que je chronique pas. Mais en tout cas, quand je chronique, je fais toujours des chroniques sur ce que j'ai aimé. Et je me dis, oulala, qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que je suis mortifiée à l'idée aujourd'hui d'avoir pu d'une certaine manière heurter quelqu'un. Enfin, je pense que c'est vraiment ma manière de voir la critique. Et c'est pas pour ça que je juge ceux qui font des critiques plus nuancées que les miennes, mais voilà, mon parti pris, c'est de pas avoir trop le temps de voir autre chose que le positif. Et voilà, dans toute cette belle expérience de premier livre, j'en retire que du bien, quoi. Alors, est-ce qu'il y en aura un second? Alors oui. Ou un deuxième, je ne sais pas. Alors, écoute, on va plutôt dire deuxième, ouais. Oui, il est en cours d'écriture. Alors, on en a discuté avec Manon, donc je suis autorisée à en dire un tout petit peu. Ah, En fait, merci Manon. on va être un peu, c'est beaucoup moins autobiographique. Ça parle de Gustave Courbet. Et c'est marrant parce que quand je préparais la rencontre et que je me disais qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message dans ce cadre de cette rencontre, j'ai vu passer la une du journal d'un des journaux français avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'avortement. Et il y a l'origine du monde, en fait, qui est détournée avec le drapeau. Enfin, voilà, il y a tout un détournement. Je suis désolée, le nom du journal m'échappe, mais ça va revenir dans un petit instant. Et donc, voilà, je suis en train d'écrire sur Gustave Courbet. En partant de mon expérience personnelle et de ce que ce peintre m'a apporté
J'ai un peu la même passion pour la littérature et pour Gustave Courbet depuis que je suis toute jeune. Et à l'image de La mer à côté, j'ai envie d'en faire un récit qui part du personnel, mais qui passe aussi des messages un peu plus universels. Et je pense quelque part dans La mer à côté, le message que je souhaitais passer, c'est vraiment la capacité de la femme à être propriétaire de son corps et à pas, parce qu'elle devient vieille ou parce qu'on l'empêche d'avorter ou parce qu'il y a des choses qui lui arrivent dans la vie, qu'elle puisse ne plus décider pour elle-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup animé ma mère et c'est un héritage fort et je pense que dans le contexte d'actualité politique dans lequel on se trouve, c'est vraiment important de partir de l'expérience personnelle et de rappeler voilà, ce message aussi qui est une forme beaucoup plus collective. Alors, Hélène nous dit franc-tireur. Merci Hélène, je savais que je pouvais compter sur toi. Justement, Hélène, elle voudrait savoir quelle serait la bande-son du livre, de ton livre. Alors, la bande-son du livre, Hélène, elle sait que j'ai un jukebox en fait dans le cerveau. J'ai beaucoup écouté de musique classique en fait quand j'écrivais parce que j'écoute beaucoup de musique mais j'arrive pas à écrire si j'ai des chansons avec des paroles. Donc j'ai écouté pas mal de musique classique, j'ai écouté beaucoup de choses. Après la bande son avec maman, il y a La vie en rose. C'est vraiment on va dire notre chanson à toutes les deux, d'une part parce que la voix est magnifique et d'autre part parce que ça la fait rire et pleurer à la fois. Et je pense que quelque part dans le livre, il y a cette notion de passage où on est confronté à la réalité de la vie de manière très, très difficile et que ça n'empêche pas de pleurer, mais que le rire doit être capable de nous faire surmonter beaucoup, beaucoup d'autres choses, quoi. Alors, tant qu'on a une super libraire sous la main, alors je rappelle que la librairie de Léa se trouve 18 rue Verrier dans le 6e. Je vous engage à aller vraiment aller voir Léa, qui est vraiment de très très bons conseils. En plus, elle fait beaucoup de signatures. Vous avez l'occasion d'aller voir plein d'auteurs. Est-ce que Léa peut nous faire un conseil de lecture? Qu'est-ce que tu recommanderais là? Ah, en ce moment, alors il y a Lucas Manger que j'ai reçu, qui a écrit Nage libre aux éditions, je crois que c'est les Équateurs. Qui est vraiment une petite pépite. Je vous invite à y aller et à plonger un peu. Il fait très chaud en ce moment. Donc ça fait du bien aussi. Il nous parle d'eau froide et de bienfaits de l'eau froide. Et voilà, c'est un amoureux il nage. C'est quelqu'un qui nage beaucoup et qui raconte au fil des pages les bienfaits de l'eau. Et il nous fait aussi une petite leçon d'histoire. Enfin. C'est vraiment une belle découverte. Je vous invite à le lire. C'est vraiment un chouette roman. Voilà, après, il y en a plein d'autres. En plus, nous, on va basculer bientôt dans la rentrée littéraire. Mais je remettrai la référence. Oui, là. Je remettrai ta référence du livre Nage libre. Et alors, est-ce que Kaël a un conseil lecture à donner? J'en ai un, ouais. Alors, j'en aurai un deuxième, Nathalie, mais je l'aurai, voilà, j'y ai pensé après. Celui dont je t'ai parlé, c'est Isabelle Boissard, La fille que ma mère imaginait. Voilà. Alors, il vient de sortir, il est paru aux avril, mais il vient de sortir aux éditions Pocket en poche. Et ce livre, pour moi, c'est un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie visible, qui est l'histoire d'une femme dont le mari est expat à l'étranger, donc qui dresse un portrait un peu au vitriol, en fait, des femmes un peu oisives d'expat. Donc ça, c'est la partie vraiment extérieure de l'iceberg, donc très drôle, plein de passages vraiment où on se marre. Et puis, cette femme, elle est amenée à rentrer en France pour un problème familial, hein, pour une raison familiale. Et le livre va ensuite rentrer dans des considérations beaucoup plus sérieuses sur la place qu'on a dans la vie, le rôle, l'origine, en fait, hein, le transfuge de classe, qui est un sujet cher à Annie Ernaux aussi. Donc, voilà. Et donc, du coup, sous des abords très on va dire, très drôle et très léger. On aborde des sujets beaucoup plus profonds que ça. Et donc, j'ai vraiment adoré ce bouquin. J'en parle tout le temps. À chaque fois qu'on me demande conseil, je dis lisez-le. Et le deuxième, c'est quoi? Alors, le deuxième, c'est aux éditions Lorma. C'est un des plis. Donc, c'est une collection en fait, de livres qui sont des livres qu'on peut envoyer.
Donc, vous voyez que ça fait comme une enveloppe. On écrit l'adresse de la personne à qui on veut l'envoyer ici. Voilà, ce sont des livres à offrir, à envoyer. Et ensuite, quand on enlève l'écrin, en fait, on a des petits livres comme ça, qui sont des correspondances. Donc là, celui-ci, j'ai choisi, c'est une correspondance de Proust, parce que c'est un de mes auteurs préférés. Il y en a une vingtaine. Et donc, on aborde la vie de l'auteur et son style et son œuvre au travers de sa correspondance. C'est un travail éditorial qui est somptueux. C'est des cadeaux super sympas à faire. Donc voilà, je conseille aussi Lorma. Alors nous, notre conseil de lecture, donc c'est La mer à côté de Taël Boost. C'est aux éditions Anne Carrière, c'est sur les tables de librairie. Alors, allez en librairie parce que les libraires ont encore besoin de vous. Malgré ce qu'on pense, ils ne sont pas sortis d'affaires. Donc, allez 18 rue Verrier voir Léa dans sa librairie, les Libres-Champs. C'est dans le 6e arrondissement. Et allez dans les librairies en France acheter des livres parce que c'est beaucoup mieux d'aller discuter avec les libraires. C'est tellement mieux d'avoir un être humain en face de soi. Je ne saurais que dire plus. Un grand merci, Léa, d'avoir animé cette rencontre. Plein de belles choses parce que tu as une belle programmation dans ta librairie. Donc, allez suivre aussi Léa sur les réseaux sociaux. Vous verrez il y a toujours des apéros sympas avec des auteurs très sympas. Donc, des fois, on y croise même Michel Houellebecq, donc c'est super. Et puis, on te souhaite une bonne continuation avec ce beau roman, récit, comment on peut dire, livre. Allez, on va dire livre. Un grand merci aux éditions Anne Carrière de nous avoir permis de faire cette rencontre. Je vous souhaite à toutes les deux une très belle soirée et puis peut-être de belles vacances pour la suite, puisqu'on arrive à la fin de l'année. Donc voilà. Je vous embrasse, mesdames, et puis je vous dis... Nathalie, c'est un libraire. Merci Nathalie. À bientôt. Au revoir.